L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse avec toute notre équipe de donner un coup de projecteur à ceux qui se bougent pour porter haut les couleurs de la région, pour faire grandir les savoir-faire et exciter votre curiosité. Local, éco-responsable, le vin isérois cultive ses lettres de noblesse grâce aux techniques d'un jeune vigneron qui fait grandir les vieux cépages selon des méthodes traditionnelles. Elle porte haut les couleurs de la France du frisbee. Membre de l'équipe de France d'Ultimate, une grenobloise dispute les compétitions les plus prestigieuses. Et parce que les métiers les plus ancestraux conquièrent chaque année le cœur des jeunes générations, la Fondation Glénat et l'association Artise font le plein pour les journées européennes des métiers d'art. Bonsoir Aurélie Perret. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargée des collections et expositions chez Glénat et vous nous direz tout sur cette démarche qui vise à promouvoir les métiers d'art. Vous nous avez amené un magnifique exemplaire ici. On peut le voir tout de suite tellement c'est beau. Qu'est-ce que c'est ? C'est donc une petite peinture qui représente un Christ juvénile, une peinture flamande du XVIIe siècle qui fait partie des collections du Fonds Glénat. Ah, on va en savoir plus sur cette magnifique collection et sur cette belle initiative dans un petit instant. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Alors, vous nous avez apporté un magnifique... C'est un quoi, ça ? C'est un frisbee. C'est en plastique, c'est un frisbee. Championne d'Ultimate, Pauline Berthet, bravo à vous, membre de l'équipe de France. Vous avez participé aux World Games l'an dernier, peut-être encore cette année ? Non, c'est tous les 4 ans. C'est tous les 4 ans, ouais, c'est les JO, oui, c'est vrai. Mais... les participations en équipe de France, bien sûr, avec votre beau maillot de l'équipe. Et vous allez nous faire comprendre que le frisbee, c'est pas qu'un sport de plage ou de parc, c'est aussi un sport de haut niveau. Et bienvenue Thomas Finot. Bonjour. Ravi de vous accueillir ici. Vous êtes vigneron, viticulteur, qu'est-ce qu'on dit ? Ouais, les deux se disent, mais vigneron me va bien. Pour moi, c'est un peu plus complet que viticulteur. Ah, il y a une différence alors ? Ouais, non, viticulteur, c'est plus rattaché peut-être à la partie vigne. Et vigneron, c'est vraiment l'ensemble du métier jusqu'à la mise en bouteille et la vente. Pour moi, après, mais les deux sont justes. Les deux termes sont justes. On invite notre ami Modération à nous accompagner tout au long de cet entretien, bien sûr, car pour vous, en plus, le vin se déguste, il ne se boit pas. Tout à fait, on déguste du vin, on apprécie ou pas. Après, bon, ça peut arriver avec 2-3 amis ou autres, vignerons aussi, où on peut lever un peu le coude, mais toujours avec modération quand même. Bien sûr, pas d'excès ou alors, non, évidemment. Vous êtes originaire de Crozes-Hermitage, tout à fait. Implantation d'un cru prestigieux de la vallée du Rhône. Vous étiez amateur de vin avant de cultiver la vigne. C'est obligé d'aimer le vin à Crozes-Hermitage ? Ouais, quasiment, oui. Il y a des gènes peut-être. Non. Il faut faire attention. Et puis après, c'est une saveur, c'est les goûts. Les goûts évoluent aussi d'année en année, avec l'âge, suivant les personnes. Donc, on arrive petit à petit sur ce produit-là et à aimer ça. Et le travail de la vigne, oui, j'ai commencé relativement tôt à être dans les champs avec la famille. Avec ce sens de l'agriculture, bien sûr, mais aussi de la tradition. C'est une tradition française, le vin. Il ne faut pas l'oublier non plus aussi. C'est un patrimoine aussi, je pense, en France. Et qui pour moi a plein de belles valeurs et des variétés, des cépages qui peuvent être autochtones et propres à une région et faire vivre des terroirs et des territoires. Donc il y a du vin pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui c'est de plus en plus concurrencé avec le vin australien, en Amérique, aux États-Unis aussi. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place. Il faut défendre sa place à soi aussi. Non. Il y a, du moment qu'on est passionné, qu'on aime notre métier, il y a un vin pour tout le monde. Et franchement, là-dessus, que le vin soit moyen pour l'un, il peut être bon pour l'autre, et les goûts sont propres à chacun. Donc pour ça, il y a aucun souci. Bon, alors vous êtes le propriétaire du domaine Finot, dans le Grésivaudan. 8 hectares, 30
30 000 bouteilles, ça a évolué? Ouais, c'est à peu près ça, ouais, du coup, quoi, dans l'ensemble. On est plutôt à 6 hectares, mais voilà, avec une petite partie où je récupère quelques hectares sur Bernin d'anciens coopérateurs, d'anciennes personnes. Mais ouais, on est sur cette base-là, 8 hectares, à peu près 30 000 bouteilles. Donc c'est tout au même endroit ou il y a plusieurs espaces aussi, C'est très espacé sur Bernin, Crolles, Saint-Imier, Saint-Nazaire. Mais c'est essentiellement là, sur ces coteaux de la Chartreuse. Voilà. Et toujours 5 rouges et 3 blancs, ou ça change un peu selon les années aussi? Ça change suivant mon humeur, on va dire. Voilà. Comment est-ce que vous avez rencontré ce territoire? Ouais, c'est tout à fait par hasard, quoi. Je travaillais donc en Suisse, dans le Valais, dans la vigne, bien sûr. Et c'est en redescendant voir ma famille que j'ai découvert ces coteaux-là et les quelques petits bouts de vigne qui restaient arpentés sur ces pentes-là de la Chartreuse, qui commençaient à partir en friche. En 2008, plus personne en voulait, plus personne en parlait. Et maintenant, il y a une grosse dynamique avec plein d'autres jeunes vignerons, d'autres amis, des potes, des confrères, qui viennent replanter la vigne sur l'ensemble de l'Isère. Et on a un bon soutien aussi, que ce soit au niveau du département et tout ce qui s'ensuit aussi derrière. Et ça, c'est confortable au début, d'avoir ce soutien-là, qui au début, c'était un peu plus difficile qu'on est tout seul et isolé à l'avoir. Oui, parce que le vin était cultivé en Isère, comme un petit peu partout. Il y avait des vins et il a disparu. Pourquoi? C'était le 3e département viticole de France, l'Isère. Dans les années 1850, il y avait plus de 30 000 hectares de vignes plantées sur l'Isère. 10 000 uniquement dans le Grésivaudan. Dans le Grésivaudan, c'est Voiron, Vif jusqu'à Chapareillon. Et ça s'est perdu pour X raisons. Donc il y a eu le phylloxéra, une maladie qui s'est développée au niveau racinaire. Il y a eu les 2 guerres. Avec le phylloxéra, beaucoup de vignes se sont replantées sur des hybrides, sur des cépages qui étaient peut-être un peu moins qualitatifs ou qui avaient des très gros rendements aussi. Et du coup, l'État a décidé de lancer une prime d'arrachage aussi sur ces vignes-là. Donc, beaucoup de gens aussi ont arraché, ont pris la prime. Et puis, on a eu surtout aussi l'activité de double actif de certains agriculteurs qui sont allés travailler dans les années 30-40 sur l'industrie du papier, sur tout ce qui est ferraille, le côté industriel autour de Grenoble et sa dynamique qu'elle en est aussi aujourd'hui. Et du coup, les vignes se sont perdues aussi petit à petit. Et le territoire s'est urbanisé aussi? Tout à fait, avec une très grosse pression foncière qu'on peut avoir aussi autour de Grenoble. Aujourd'hui encore? Tout à fait, pour ça. C'est très dur. Non, qu'on est vraiment proche de Grenoble. Pour trouver des terrains, des surfaces agricoles, c'est compliqué. Et d'autant plus qu'on n'est pas vraiment originaire ou que ça ne fait pas 3 générations qu'on est implanté sur le secteur. Il faut un peu de temps pour se faire reconnaître, mais avec de la patience, on y arrive toujours. Et alors pourquoi est-ce qu'on n'était pas aussi réputé que les Bordelais, que la Bourgogne, la vallée du Rhône? Ça joue à pas grand-chose. On a des beaux coteaux? Oui, il y a des beaux coteaux, il y avait un savoir-faire. Et après, ça joue à pas grand-chose. Peut-être certains cépages un peu plus atypiques ou un peu plus particuliers à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est des cépages qui sont vraiment ancrés dans notre époque, qui ont une belle fraîcheur et qui tiennent vraiment bien aux conditions climatiques et la chaleur qu'on peut avoir aussi autour de Grenoble. Par le passé, c'était peut-être pas le même cas ou pas le même savoir-faire. Et aujourd'hui, le savoir-faire, tout le monde peut l'avoir si on cherche un peu. Et voilà, donc c'est des choses qui arrivent petit à petit. Alors, ces cépages, moi je me souviens d'une partie de ma famille cultivait le l'étraire de la Duy, ouais, ça s'appelait. Voilà, donc ces vieux cépages, vous les cultivez de manière traditionnelle. Alors, ce sont des cépages endémiques, la verdesse, l'étraire, le persan aussi. Ouais, qui est revendiqué dans l'arc alpin. Mais oui, le berceau de la verdesse, de l'étraire de la Duy, c'est vraiment le Grésivaudan pour ça. Et c'est des cépages, oui, par le passé, il y a encore quelques années où quand je suis arrivé, certains me disaient « Ah non, mais c'est le 23, il faut être 3 pour le boire, 2 qui vous tiennent et un qui le boit. » Bon, à ce point? Ouais, non, c'est exagéré, mais voilà. Mais c'est parce que c'est des cépages qui avaient une certaine fraîcheur, une certaine acidité. Mais aujourd'hui, avec les conditions climatiques, les maturités qu'on peut avoir, la connaissance aussi au niveau de vinification, même si c'est travaillé sans intrants au niveau des vins, mais on a vraiment une reconnaissance. Les vins sont vendus mondialement, ils sont représentés dans différentes tables étoilées de la région ou même hors région. Donc il y a vraiment un potentiel qui est là. Alors, et quelles sont vos techniques manuelles et ancestrales pour cultiver ces cépages qui appartiennent à l'Isère?
Non, il faut être observateur, il faut prendre le temps pour beaucoup de choses. Tout est travaillé en bio. Pour moi, c'est déjà une des bases. J'ai envie de travailler dans un environnement qui est sain, avant tout, et aussi de proposer un produit qui reste le plus simple possible, avec le moins d'intrants possible derrière. Et on crée aussi sur les bases de la biodynamie, qui est encore aussi autre chose un petit peu sur... on prend plus conscience entre l'influence lunaire, les astres et certaines choses aussi pour faire notre taille, nos préparations, nos soutirages. Et c'est important. Et tout assemblé, ça crée une particularité ou peut-être un petit plus ou un goût que certains peuvent ressentir comme un plus. Cette tendance des vins naturels, est-ce que vous faites des vins, ce qu'on appelle les vins naturels? Oui, alors il y a les vins naturels, il y a une charte, il n'y a pas vraiment de label ou d'organisme certificateur, mais oui, tous mes vins sont des vins dans la charte des vins naturels, donc avec des taux de sulfite qui sont très bas, même à avoir 0 pour un ou deux de mes vins, et voilà, donc le tout c'est de moins intervenir, d'être en levure indigène, donc en levure propre qui est naturelle, présente sur le raisin, et voilà, et pas mettre d'intrants derrière, voilà. Il doit y avoir une liste avec plus de 75 intrants au niveau du vin. Tout ça, c'est des choses qui vont finir par s'éclaircir un petit peu. Voilà, on devrait d'ici petit à petit mettre même nous, vignerons, on communique de plus en plus là-dessus. Et au niveau national, en 2023, normalement, on devrait avoir une charte qui recense les produits qui sont mis dans les vins. D'accord. Alors, c'est quoi leur caractéristique? Alors, on dit que votre vin est flamboyant, que la verdesse en blanc est crémeux et rassis, et que l'étrait en rouge est sauvage et animal. Je comprends pas très bien tout ça, mais c'est vrai. Non, c'est des termes, mais après... Comment un vin peut être gras, enfin, peut être crémeux? Ouais, ça dépend de la structure, du cépage. Mais en gros, c'est plus les sommeliers qui parlent peut-être mieux du vin que moi. Moi, d'avoir des bases comme ça, moi je vais souvent dénier, dégrader. Je n'ai pas le terme exact, mais voir essentiellement les défauts sur mon vin, parce que je l'ai fait, je sais là où je pêche, et ça, c'est important aussi pour moi, pour voir et pour le corriger. Mais oui, on peut avoir des termes comme ça, sur des notes d'agrumes aussi, sur la verdesse, sur ce côté gras aussi. Il y a des cépages qui vont donner plus de gras que d'autres aussi, par leur tanin, par leur structure, par leur pellicule. Et c'est des choses qui sont comme ça. Et associé avec nos chefs qu'on peut avoir au niveau national ou même au niveau départemental et même sur la région grenobloise, sur lequel beaucoup de chefs jouent le jeu, et c'est vraiment sympa aussi pour ça. Et du coup, ça, associé à des plats et des mets, et ça peut créer des accords qui sont surprenants. Et vous travaillez bien ensemble, hein? Oui, non, c'est important. Qu'est-ce qui va bien avec la nouvelle tourte de l'Isère, par exemple? Qu'est-ce qui va bien avec la nouvelle tourte de l'Isère? Ah oui, Saint-Marcelin, pommes de terre. Saint-Marcelin, pommes de terre. Moi, justement, une verdesse peut très bien se marier dessus, pour ça. Et la verdesse, c'est vraiment un produit typique, atypique, que d'autres régions commencent à nous y envier. On commence à distribuer un peu des bois aussi de verdesse dans d'autres régions, comme Bordeaux, comme dans le Jura et autres. On est quand même regardé. Il y a une dynamique sur l'Isère qui est vraiment importante là-dessus. Et vous avez souffert aussi des conditions climatiques entre le gel précoce en 2021, la canicule et la sécheresse en 2022? Non, c'est les aléas du métier. Il faut savoir relativiser, mais c'est pas tout le temps facile. Il faut aussi s'assurer. Ou sinon, après, quand on a une exploitation, une structure ou un domaine un peu plus vieux, c'est d'avoir du stock et de lisser ses stocks. Mais 21, j'ai gelé à 60%. Donc, c'est quand même dur de se dire devoir perdre à 60% sa récolte. Et c'est toujours 40%. D'autres n'ont rien eu. Voilà, exactement. Voilà, donc, il faut toujours relativiser. Ouais. Et voilà, Dame Nature, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve non plus aussi. Mais voilà, il faut savoir relativiser, savoir rebondir, trouver d'autres choses aussi. Peut-être faire un peu de négoce, de rachat de raisins auprès d'autres confrères aussi là-dessus qui en ont. Il y a de l'entraide aussi entre vignerons pour ça. Mais voilà, après, c'est des petits détails pour passer ces caps-là, mais qui peuvent être difficiles. 2022, la vigne a quand même beaucoup de réserves sur des vieilles vignes. Ça va chercher en profondeur. Donc 2022, année solaire, très chaud. Mais non, je n'ai pas à me plaindre de 2022. Pour moi, c'est un beau millésime. Et oui, alors on sait que également Laurent Gras a réimplanté la vigne sur les coteaux de la Bastille, donc avec des vins de l'Isère qui ont un
visiblement un avenir, qu'ils reviennent. Est-ce qu'il y a une notoriété qui sont possibles? On voit ici, il y a un concours des vins de l'Isère. Ouais. Est-ce que petit à petit, le chemin se trace, Oui, se retrace? oui, complètement, quoi. Non, là-dessus, il y a pas de doute, hein, sur Laurent, quoi. Voilà, c'est un projet que je lui avais parlé en 2011, quoi, du coup, qui a repris à titre personnel, et c'est très bien. Mais au début, il avait du mal à me croire aussi. Mais c'est des choses, quoi. Voilà, maintenant, la notoriété est faite. Pour moi, il n'y a plus aucun souci quand vous touchez des tables étoilées, des 3 étoiles, et même sur les confrères. Et le plus important, c'est ce que je vous disais, c'est d'avoir d'autres confrères, une dynamique sur le secteur. C'est pareil, un cépage ou un vigneron, quoi, s'il est tout seul ou isolé, il aura du mal à avoir la reconnaissance des autres. Et plus il y a d'échanges, plus de produits, quoi, de vins qui sont faits sur le secteur, plus ça apporte une dynamique qui est importante. Un groupe, une structure, et ça c'est important en fait, quoi, pour ça. Donc les caves coopératives qui, elles, se sont recyclées en restaurant ou autres, elles vont peut-être revenir. Ah mais oui, mais les caves coopératives, c'est ouais, non, mais ça vient tout petit à petit, et il n'y a plus de caves coopératives dans l'Isère. Pourtant, le Grésivaudan avait 6 ou 7 caves coopératives au niveau de l'Isère. C'était des structures importantes, hein, avec des caves de coopératives à peu près qui pouvaient contenir 2 millions de litres, quoi. Donc ça faisait vraiment beaucoup de volume pour ça. Et aujourd'hui, on est sur des produits authentiques. Il faut faire attention à ce qu'on fait. 2 vignerons avec une forte personnalité. Chacun de mes confrères ont tous leur personnalité, et heureusement, et c'est très bien. Et c'est ça qui crée le charme, et c'est ça qui crée le vin aussi derrière. Et il faut rester sur quelque chose, voilà, de paysan, de la paysannerie, ou sur le côté vigneron, et avoir quelque chose d'authentique. Avec modération. Toujours, bien sûr. Avec du plaisir. Voilà, mesuré, c'est ça. Avant tout, voilà, et il faut que le vin aussi se démocratise aussi par moment, hein. Ça c'est important. On peut dire j'aime ou j'aime pas, quoi, voilà. Dire ça c'est pas bon, non, peut-être que ce qui est pas bon pour certains peut être bon pour l'autre. Et c'est voilà. Une question de goût. Mais c'est une question de goût, mais ça, il faut que ça reste simple aussi. Merci Thomas. Merci. Pauline, jamais de vin. Une championne, non, jamais de vin, jamais d'alcool. Pas trop. D'accord. Ah bah, pourquoi donc? On va le savoir tout de suite. Avec vous, Pauline. Oui, championne. Regardez, il n'y a rien de plus ludique. On y va. Le geste est... C'est bon. C'est bon. J'essaye, moi aussi. Allez. Je suis pas une grande championne, hein. On y va. Et c'est parti sur Aurélie. C'est magnifique. Voilà, c'est rigolo aussi, c'est ludique. Normalement, le geste est précis et agréable. Pas chez moi, décidément, j'ai pas assez répété. Non, c'est pour ça que le frisbee a toujours la cote, bien sûr, sur les parcs, les plages, chez les petits, dont vous. Vous jouiez beaucoup au frisbee quand vous étiez petite, Pauline? Pas du tout. Malheureusement, je suis pas un bon exemple pour ça. Non, j'ai découvert quand j'étais en école d'ingénieur. C'est mes amis d'école d'ingé qui m'ont fait... le sport était proposé en sport universitaire. Oui. Et du coup, j'ai découvert à ce moment-là, en sortant d'école d'ingé, donc sur le tard. Ah ouais, donc on parle même plus de frisbee, on parle d'ultimate, car vous Ultimate êtes devenu... frisbee. Ouais. Ultimate frisbee. Vous êtes devenue une athlète de haut niveau, donc vous le pratiquez, cet ultimate, au sein des Monkey Ultimate et Disc Golf de Grenoble. C'est ça. C'est son nom, un club qui a déjà quelques années, depuis 98. Et vous êtes en équipe de France. Alors, la preuve par l'image, vous avez participé aux World Games aux États-Unis. World Games, c'est pas les Jeux mondiaux, c'est carrément les JO. C'est tous les 4 ans quasiment, enfin, c'est les JO de l'Ultimate. C'est un rêve éveillé de participer à cette compétition mythique? Enfin, mythique pour l'Ultimate, bien sûr. Oui, c'est ça. Donc c'est l'équivalent des Jeux Olympiques pour les sports qui sont un petit peu plus confidentiels. Donc il y avait, je pense, une 40aine de sports qui étaient regroupés dans cette compétition, donc, qui a eu lieu aux États-Unis en juillet dernier. Parmi d'autres sports comme... Le squash, des sports de gym, des arts martiaux, du roller, plein de sports. Des sports qui marchent vraiment bien pour tout le monde, dans le grand public, dans les salles, et pas nécessairement devant les médias. Donc ça, c'est vrai que c'est l'occasion d'avoir un bon coup de projecteur. C'était des jeux... En l'occurrence, c'est une équipe mixte? Oui, c'est ça. Les World Games ont la spécificité de... Enfin, l'Ultimate se joue dans 3 catégories, masculine, féminine et mixte.
Et les World Games avaient la spécificité d'être seulement en mixte. Donc, Et ça prend bien avec les World Games, justement. C'est un bon petit coup de projo. Ça nous a sur les permis disciplines. d'être la preuve. Ouais. Je suis ici ce soir. Donc oui, ça nous a permis de développer un petit peu les médias autour de notre sport et puis de faire découvrir un petit peu dans les... C'est déjà assez pratiqué dans les écoles et puis nous, ça nous permet de développer aussi l'aspect plutôt performance. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sports. Il y a des sports qui sont traditionnellement très suivis, qui font partie de la culture d'une nation. Mais ça a tout d'un sport. Et en plus, on regarde, on se prend au jeu. Il y a même des couleurs de guerre, là, c'est chez l'équipe de Colombie. Vous avez perdu, d'ailleurs, ce match. Voilà. Alors, les règles, qu'est-ce que c'est ? Déjà, on joue à combien contre combien? Vous êtes joue nombreux. à 7 contre 7. C'est sur un terrain qui fait 100 mètres de long par 35 mètres de large. Donc, en gros, on en mettrait 2 côte à côte dans un terrain de rugby. Donc, le principe, c'est qu'il y a une end zone de chaque côté, une zone pour marquer un point et une aire centrale au centre. Et le but, c'est de faire progresser le disque jusqu'à ce qu'un de nos partenaires attrape le disque dans la zone de l'adversaire. Voilà. Et une fois que le disque est attrapé dans la zone, ça marque un point et on repart sur un point suivant. Il est attrapé, parce qu'on a tendance à vouloir le voir à terre comme pour marquer un essai. Non, il suffit de l'attraper dans la zone. Voilà, c'est ça. L'autre équipe essaie de l'intercepter. Donc là, il y arrive, et hop, ça y est. Ça. Donc là, il y a un point, il est content. Voilà. C'est ça. Et donc, j'imagine qu'il faut beaucoup d'adresse, mais aussi de l'endurance, de la stratégie aussi. Il y a un vrai plan de jeu. Oui, oui, c'est un sport qui est assez complet, qui est à la fois technique et physique. Moi, c'est ça qui m'a plu à la base, c'est ces dimensions un petit peu aériennes et athlétiques. Donc, c'est ça qui m'a plu. Et puis après, la stratégie, en fonction des catégories dans lesquelles on joue pas pareil en féminin que ce qu'on peut jouer en mixte. Donc, c'est assez intéressant La catégorie mixte a d'autant plus cet intérêt de devoir jouer sur les atouts des genres. C'est bien, ça c'est l'avenir des sports aussi, les sports mixtes, ça c'est clair. Il faut travailler, vous avez aussi des skills comme on dit, vous travaillez des ateliers, il faut travailler le geste, la puissance. C'est quoi un jet qui est précis en fait? C'est un bon geste du poignet? C'est assez simple à comprendre physiquement. Plus on va réussir à mettre de la rotation dans le disque, plus il va être stable dans les airs. Donc ceux qui arrivent le mieux à lancer correctement sont ceux qui arrivent à donner le plus de rotation en fait au disque pour qu'il tourne vite sur lui-même et donc soit stable dans les airs. Plus on va pouvoir mettre de rotation, plus le disque va aller loin, par exemple. D'accord. Ça va. Alors, je refais. Bon, on va revoir là. Hop, voilà, ok. Donc, Aurélie, attention, vous ne protégez pas avec le tableau. Beaucoup de rotation. Ça veut dire que tout est dans le poignet, en fait. Voilà. Poignet, ouais. Alors, attention, c'est parti. Hop. Voilà, dans le micro. Ça, c'est pour Mathias, notre ingé son. C'est déjà mieux que tout à l'heure. Hein. D'accord. Donc, comme quoi, ça se travaille. Ça se travaille, c'est donc, ça. Donc, effectivement, c'est plein de compétences à travailler. Les aspects, l'entraînement, la condition physique, et puis tout l'aspect technique autour des lancers, le fait d'attraper aussi, le catch est important. Donc, du coup, j'ai plus qu'à aller travailler au Monkey, c'est ça? Exactement. Donc, comment ça se passe vous participez au championnat de France? Oui. Il y a plusieurs divisions, il y a plusieurs catégories en France? Donc, il y a les trois catégories de genre, donc masculin, féminin, mixte, et le club grenoblois est inscrit dans toutes les catégories et joue en première division dans chacune des catégories. Donc, on fait partie des gros clubs français d'Ultimate, donc c'est une fierté de pouvoir être dans ce club. Et puis on est plusieurs à être présents aussi en équipe de France, donc voilà, il y a vraiment une belle dynamique dans notre club. Mais bien sûr, et vous accueillez aussi des phases de championnat de France, comme c'est le cas à Bachelard en cette fin de mois de mars d'ailleurs. Et on a la possibilité de s'inscrire, de rejoindre une équipe et d'avoir tout de suite un niveau plutôt correct? Où il y a de la place pour tout le monde? Il y a de la place pour tout le monde, ça c'est sûr. Nos entraînements sont ouverts à tous et à tout niveau, donc il y a des catégories plutôt loisirs et puis des équipes compétitrices. On a aussi plusieurs équipes dans chaque catégorie, donc des équipes qui vont jouer en première division, des équipes qui vont jouer en deuxième division. Donc ça permet à chacun de trouver ce qu'il recherche. En tout cas, il y a à la fois de la cohésion et de l'aspect fun, et puis à la fois de l'aspect compétition. Oui, compétition. Vous, par exemple, vous vous entraînez combien de fois par semaine? Avec le club 2 fois, et puis toute seule 4 à 5 fois en parallèle, donc l'aspect plutôt physique et technique. Donc de l'endurance, un peu de... C'est ça, du sprint, de la musculation, voilà, des choses un peu complètes et pas forcément toujours très marrantes, mais, oui. mais qui nous permettent derrière de pouvoir profiter au mieux des aventures d'Ultimate. Donc c'est le jeu, c'est pour ça qu'on aime bien. Sur la pelouse, mais aussi dans les gymnases, vous pratiquez aussi en indoor? Oui, alors c'est une autre catégorie? C'est ça. Donc il y a plusieurs catégories, il y a en salle, sur sable et sur herbe. Et le club grenoblois a des équipes dans toutes les catégories, donc on est présent sur toutes les surfaces.
Et ça, c'est sympa. Et le disque golf, rien à voir avec le frisbee ou pas? Alors, ça se joue avec un frisbee aussi, mais c'est le principe du golf. Pour le coup, c'est un sport individuel, enfin, qui peut aussi se jouer par équipe. Mais c'est du golf avec un frisbee. C'est du golf avec un frisbee, voilà. Donc, c'est encore un autre sport. Et notre club, il y a les deux aspects. On peut jouer ou à l'ultimate ou au disque golf. Ah, mais ça, c'est plutôt sympa. On rappelle l'origine du frisbee, c'était un plat à tarte. Hein. Oui, il paraît. Je crois que c'est anglais. C'est ça. On voit ça d'ailleurs dans le film Retour vers le futur 3. Il y a un plat à tarte avec marqué frisbee dessus, justement. Et voilà, comme quoi. On va pas lancer ce beau. Parce qu'il faut faire attention, hein, justement. Là, ça ressemble un peu. C'est vrai qu'on peut lancer tout et n'importe quoi. Mais on vous souhaite vraiment une magnifique carrière aussi, merci, avec un bel avenir en bleu. Vous participerez au prochain championnat d'Europe en juillet cet été en Irlande. Voilà. Et pour la suite, donc les prochains World Games, on vous félicite aussi. Vous avez été nommé pour les trophées de l'Office municipal des sports. Oui. C'est aussi l'occasion de donner des beaux petits coups de projo sur cette discipline qui est vraiment sympa. On vous souhaite plein de succès. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Allez, ce beau tableau tout rond qu'on ne va pas jeter, on va s'y intéresser tout de suite avec vous, Aurélie. Hein, avouez. J'avoue que la forme quand même est proche. Même gabarit, même taille, attention, là, on n'est pas sûr du même avenir si vous me le mettez entre les mains. Aurélie, sublimer le quotidien, voilà, c'est peut-être une des missions de l'art. Alors, c'est pas un sujet de philo qui va tomber bientôt au bac, pourquoi pas, peut-être. En tout cas, c'est le thème des Journées européennes des métiers d'art organisées par l'Institut national des métiers d'art partout en France. Alors, Aurélie Perret, c'est au couvent Sainte-Cécile que ça se passe ici à Grenoble. Le thème est décliné devant le grand public le 1er avril, sous la baguette de la Fondation Glénat et de l'association Artise. Alors, d'abord, un métier d'art, qu'est-ce que c'est, Aurélie ? Eh bien, un métier d'art, en fait, c'est un métier qui va permettre de préserver et de conserver le patrimoine. Alors aujourd'hui, il y a certains métiers d'art qui vont jusqu'à la création pour des clients, donc avec des demandes spécifiques, mais à la base, on est vraiment sur une question patrimoniale. Donc une question restauration, préserver l'existant, le patrimoine vivant, avec des métiers qui vont d'où à où alors ? Alors c'est extrêmement vaste en réalité, puisque bien sûr, quand on pense métier d'art, souvent on pense justement au tableau, on pense à ces métiers de restauration de la peinture et autres, mais en fait ça intègre également les métiers en lien avec l'ameublement, des restaurateurs de meubles par exemple, de tapissiers, autres, ça peut aller jusqu'à la restauration d'anciens films aussi, verrerie, maître verrier, des jouets anciens, pourquoi pas, et donc en effet il y a un panel extrêmement large d'artisans. Donc ça veut dire que ça évolue aussi, un métier d'art, il évolue avec les décennies, avec son époque ? Il évolue en effet, il évolue aussi en fonction de la demande, puisque de plus en plus les musées s'intéressent aussi à ces questions-là et forcément font attention à la conservation de leurs biens. Et donc en fonction des demandes, il faut aussi des professionnels et des artisans pour pouvoir y répondre. Alors il faut forcément faire un choix, parce qu'un métier d'art c'est nécessairement ancien ou ancestral à la base ? Pas forcément, parce qu'on commence à avoir, par exemple, de nouvelles professions sur des créateurs, des restaurateurs d'abat-jour, par exemple, de plus en plus. On va avoir l'arrivée de l'électricité. Exactement, on va avoir ça. Donc évidemment, des films aussi avec tout à fait. Donc toute la partie audiovisuelle aussi. Donc en effet, il y a une base, on va dire, liée à l'ancienneté, aux peintures, aux restaurations de mobilier anciennes. Et puis, en effet, avec l'évolution des pratiques et des objets, on arrive à de nouveaux métiers. Alors ici, par exemple, le métier d'art qui intervient sur ce magnifique, c'est un flamand, c'est ça ? Exactement. Donc sur ce petit Christ, en fait, il y a 2 métiers différents qui interviennent. Donc il y a un métier de restauration de peinture. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en fait, il y a eu un travail de nettoyage qui a été fait sur le visage. Donc l'objectif, c'est de retirer le vernis qui s'encrasse avec le temps. Oui, on voit un petit carré. Voilà, on voit ce petit carré au niveau de l'œil. Donc ça, c'est la couleur, en fait, la vraie couleur du tableau. Et donc, on voit qu'avec le temps, le vernis s'est oxydé, est devenu un petit peu jaune. Il y a eu pas mal de saletés qui sont accumulées. Et donc, l'objectif de cette restauration pour la partie peinture, c'est de nettoyer ce tableau. C'est également, d'éventuellement de retoucher, de permettre de consolider, puisque souvent, avec le temps, les peintures aussi se soulèvent, se craquellent. Et donc, ça crée certaines fragilités. Et on a un deuxième métier d'art qui intervient sur la restauration du cadre. Vous voyez aussi peut-être un petit peu les petits tests qui ont été faits de nettoyage. Donc, on a vraiment 2 personnes qui interviennent sur cette œuvre-ci. Et avec, parfois, il faut reconstituer avec les techniques qui sont modernes et qui doivent
rendre son harmonie à cet encadrement. Il y a autant d'encadrement qu'il y a de tableaux aussi. Exactement. Au fil des époques. Tout à fait. Et puis en plus, c'est vrai que sur des cadres assez anciens, on a parfois des manques où il va falloir reconstituer des moulures, par exemple, d'en faire des moulages sur des parties existantes pour pouvoir retrouver le cadre ancien. Sur les parties peinture également, parfois on peut avoir des restaurations qui vont jusqu'à la restauration aussi, parfois des parties peintes qui ont été arrachées et qui ont complètement disparu. Donc l'objectif, en effet, c'est de redonner vie à ce tableau, de le préserver, de le conserver, de le valoriser. Mais ces restaurations sont toujours amovibles. En tout cas, l'objectif, c'est de pouvoir retrouver le tableau tel qu'il était avant la restauration. Et parfois, on fait des belles découvertes aussi, des Van Gogh derrière le Van Gogh. On sait qu'il était très coutumier. Chacun a son rêve de trouver un Van Gogh ou un Léonard de Vinci derrière une peinture, en effet. Et oui, forcément. Alors, on a l'impression qu'il y a eu un recul, puis un regain, avec notamment le renforcement du compagnonnage, quels que soient les métiers. Et aujourd'hui, une tendance des métiers d'art. Ou est-ce que c'est une idée, en fait? Est-ce que ça marche vraiment, effectivement, auprès des jeunes générations? Eh bien, ça revient justement parce que, comme vous le disiez, en effet, pendant un moment, il y a eu peut-être un petit oubli aussi de ces professions manuelles qui étaient un petit peu dénigrées auprès du grand public. Et avec des actions, justement, de valorisation de ces métiers-là, comme les Journées européennes des métiers d'art, ça a permis de faire connaître aussi ces métiers auprès de la jeune génération. On a donc un retour des jeunes sur ces formations. On a un intérêt aussi du public qui a envie de pousser la porte des ateliers. Et donc, en effet, on commence à avoir de plus en plus de jeunes dans ces formations avec des demandes de stage. Alors, vous avez par exemple, sur ces journées européennes, vous associez le public, bien sûr, qui peut aller rencontrer ces personnes, qui peut échanger avec elles et découvrir les métiers d'art. Luthier, ébéniste, relieur, restaurateur de tableaux, restaurateur de cadres. L'objectif, en effet, c'est de le faire connaître au grand public. C'est pour ça qu'on organise, en effet, cette journée sur le week-end. Mais sur la semaine, on a également des rencontres qui s'organisent pour les scolaires et qui permettent justement aux plus petits de voir un petit peu ce que c'est ce style de métier-là, comment on restaure un tableau, d'avoir un peu des idées de comment aussi un tableau est constitué. Et donc, voilà, on étale sur toute la semaine. Bon, et si je rate cette animation, parce que le 1er avril est passé, est-ce que je peux aussi toquer à la porte de votre fondation et découvrir aussi? Est-ce que c'est un rôle que vous avez aussi en permanence tout au long de l'année? Oui, alors le Fonds Glénat a des missions d'intérêt général. L'objectif, bien sûr, c'est de préserver le patrimoine, de valoriser aussi la création, mais sous toutes ses formes. Donc, c'est vraiment les missions que l'on a, nous. Donc, on fait des expositions temporaires, on fait des animations pour tous les publics. Et en effet, on présente régulièrement nos collections. Donc, c'est l'objectif, bien sûr, de les découvrir. Alors, on n'a pas d'artisan d'art à domicile au couvent Sainte-Cécile. Pour autant, ça permet, ces expositions, de découvrir ce travail-là fini, en effet, et les tableaux restaurés. Alors presque le couvent Sainte-Cécile, c'est presque un exemple grandeur sur nature de cette restauration et de ce retour presque du patrimoine qui réincarne son histoire. Le couvent Sainte-Cécile, c'est un lieu qui est chargé d'histoire. Il a été fondé en 1624. Il abritait la communauté des Bernardines. Exactement. C'est ça. Il a été fondé un 22 novembre 1624, jour de la Sainte-Cécile. C'est pour cette raison qu'on l'appelle donc le couvent Sainte-Cécile. Et il a été habité jusqu'à la Révolution française par les religieuses bernardines. Et puis ensuite, il a une histoire assez particulière avec l'installation de l'armée, avec l'installation d'un cinéma aussi dans l'ancienne chapelle du couvent. D'une boîte de nuit. Et d'une boîte de nuit qui s'appelait l'Enfer. Donc avec un petit clin d'œil assez sympathique. D'une compagnie de théâtre aussi, Théâtre du Rio, qui a été connue par beaucoup aussi d'habitants du quartier. Et puis au début des années 2000, il a été racheté par les éditions Glénat, qui ont installé ici le siège social de l'entreprise. En 2008. En 2008, tout à Et fait. la maison donc d'édition Glénat, parmi les 9 plus grandes maisons d'édition en France, on en est très fiers. Numéro 1 manga. Oui, Ça, voilà. grâce à One Piece. Exactement. Un pari qui était audacieux et qui est complètement gagnant. Là, le couvent Sainte-Cécile qui aujourd'hui accueille une multitude d'événements culturels aussi, des expositions temporaires et qui expose aussi son fonds. Tout à fait. Alors, on a une partie musée pour les expositions permanentes avec l'une des plus belles collections privées de gravures de Rembrandt. Et on va en effet faire des expositions temporaires de façon régulière pour présenter nos collections et pour aussi faire connaître d'autres choses au grand public, soit autour de la bande dessinée, soit autour de l'art. On sort d'une exposition sur les vélos de Doisneau, par exemple. Et puis, on participe Avec bien la sûr... complicité de la famille de Robert Tout à Doisneau. fait, avec l'atelier Doisneau, avec les filles de Robert Doisneau. Et on participe à, évidemment, les manifestations nationales en lien, justement, avec le patrimoine, avec les métiers d'art, avec l'art de façon générale. Oui, parce que c'est un lieu qui rassemble à peu près tous les métiers d'art, à l'exception peut-être des instruments de musique.
À l'exception, en effet, dans la collection, on n'en a pas. On n'a pas d'instruments de musique. Pour autant, ils seront quand même présents sur ces journées européennes des métiers d'art avec un luthier et un accordeur de piano. Oui, oui. Puisque ça peut peut-être aussi Tout à évoluer, fait. c'est pas fermé, vous On êtes... n'est pas fermé. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup des vieux meubles aussi. On a forcément. beaucoup, en effet. Alors, c'est vrai qu'on pense principalement à la peinture, mais on a en effet du mobilier H, on a de la planche de BD, des dessins originaux également, quelques sculptures contemporaines aussi. Donc, on n'est pas fermé, la collection est extrêmement riche, et donc il y en a en effet pour tous les goûts. Par contre, vous avez des vitraux. Et on a des vitraux. Et donc, ces journées européennes permettent aussi de retrouver les métiers du verre. On n'est pas à Venise, mais ça revient bien également, dans notre région notamment. Oui, tout à fait. Et puis, on a un atelier quand même de maître verrier, de vitrailliste à Grenoble, hein, les ateliers Berthier-Bessac, qui nous avait fait les vitraux en fait en 2009. Et donc, Christophe Berthier sera d'ailleurs présent du coup pour ces journées des métiers d'art au couvent Sainte-Cécile. Le 1er avril, il y a une multitude de métiers à découvrir, aller échanger avec eux. Et puis, c'est vrai que ça marche d'autant plus aussi chez les tout jeunes, puisqu'il y a des animations auprès des scolaires. Et on sait que les arts plastiques, ça marche aussi vers les tout petits qui peuvent découvrir des vocations ici. Vous, s'il y en avait un, Thomas Finot, ça serait lequel? Oui, mais moi, sur un métier d'art plastique, non, sur un autre... Non, pardon, j'ai... Pas forcément. Pas forcément. Non, ça, vous n'avez pas forcément un violon d'Ingres. Non, plus le côté musical peut-être, quoi, mais bon, après, c'est comme ça. Non, Ah non, il y aura un luthier, un luthier. Un luthier et un accordeur de piano. Ouais, Et un accordeur de piano, bien sûr. C'est des très jolis métiers aussi, je pense. Ouais, tout à fait. Éloignez Pauline, en tout cas, de vos collections, parce qu'elle va vouloir tout lancer, en tout cas. Et merci beaucoup pour cette belle découverte. Et ouvrez toujours la porte du couvent Sainte-Cécile au grand public. C'est absolument magnifique, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup à vous tous. Bonne chance, Pauline. Et merci aussi à vous, Thomas Finot. Un bel avenir pour les vins de l'Isère. Merci pour l'accueil, merci. Avec plaisir. Et vous tous, à très vite. De Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.